Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Et quand Ida vint, avec elle vint sa jumelle, si bien qu'elle était là, Ida. Et elle rêva que maintenant qu'elle était mariée, elle n'était plus Ida, elle était Virginie. J'ai sur les doigts un peu de celle qui... Celle qui court, saute, crie, rugit. Celle qui réveille la furie. Celle qui a la peau des bras comme de l'eau fraîche dans laquelle tu plonges tes mains. Celle qui fait tout ce qu'elle oublie d'un même mouvement. Et qui dit « c'est pas grave, oh non, c'est pas grave ». Celle qui se dit brute, mais s'arrête dans la rue, consoler des inconnus. Comment peux-tu être autant toi, même tout en débordant toujours de ton propre cadre ? Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 1er février 2025 au 188 à l'île Fives. C'est la 49e séance des Parleuses et elle se déroule au sein de la 2e édition du festival Lire encore, initié par Anne Fourdrinier, Ingrid Buffetot et Mathilde Sagnier. Nous venons de traverser un atelier de lecture par arpentage, un atelier d'écriture mené par Louise Desbrousses que j'ai la joie d'avoir à mes côtés. Louise, tu as publié 2 romans, L'argent, l'urgence, texte que j'adore, et Couronne, bouclier, armure. Ils sont parus chez POL. Une pièce radiophonique, toute tentative d'autobiographie serait vaine, est diffusée en 2008 sur France Culture. 3 essais écrits à l'invitation de la revue Inculte, publiée en 2009-2010, interrogent l'invisible performance physique de l'écrivain dont le texte est la trace. Ces questions te conduisent vers des performances d'une nature plus visible, plus audible. Réel et Dieu, Le cœur rectifié, en trio avec Ralph Arman et Christian Hommelsheim, I Think Not, adaptation et interprétation du solo de la chorégraphe Deborah Hay. C'était en 2012, il y a 13 ans. C'est l'année, je crois, à laquelle je te rencontre. Le corps est-il soluble dans les cris, conférence dansée? In extenso avec le contrebassiste Louis-Michel Marion. Parmi tes dernières créations, les Défileuses, État de siège, Aquarienne, pourquoi et comment exposer le corps, le texte, la performance. Et Jeu de ficelle. Et tu achèves actuellement ton 3e roman, dont le titre sera 3 mortes plus 1. Un grand merci et je te laisse nous faire découvrir ta relation avec Gertrude Stein. La petite ville insipide et l'environnement étriqué où je peinais à grandir accordaient une grande importance à l'ardeur que les jeunes femmes mettaient à repousser parfaitement la cuticule de leurs ongles pour y apposer correctement du vernis, à soumettre leurs cheveux à toutes sortes de teintures, décolorations et permanentes, à s'affamer, se dénutrir, se masser diverses parties du corps pour tenter de les amenuiser, à s'affairer à toutes sortes d'occupations vestimentaires chronophages supposées garantir le succès dans la quête d'un homme et d'un seul. Échouée sur mon lit, derrière un rempart de livres, je faisais l'hypothèse qu'autre chose existait et qu'un jour j'écrirais. À 24 ans, bien qu'arrivée depuis plusieurs années dans la grande ville, je continuais à me débattre dans et contre une culture qui exproprie les personnes nées avec des organes reproducteurs femelles d'un corps qu'elles sont supposées façonner pour le rendre conforme au genre femme et qui les exproprie en même temps de leurs rêves et de leurs capacités intellectuelles. La confusion régnait dans mon esprit. J'étais seule, perdue. Sans les livres, je n'aurais pas tenu. Nous sommes en 1987. Un jour, dans une librairie, mes yeux se posent sur un gros ouvrage très cher, Femmes de la rive gauche, écrit par Shari Benstock, chercheuse américaine et publié aux éditions des Femmes. En 4e de couverture, je lis ceci. Née du désir de redonner à celles qui en ont été chassées leur vraie place dans le monde littéraire et artistique, cette étude parcourt les communautés de femmes établies sur la rive gauche de Paris
et s'attachent à la diversité féconde d'une pratique littéraire liée à leur choix de vie, politique, esthétique, sexuel, et ce, à Paris, où elles se sont découvertes écrivaines et femmes. Quoi ? De telles femmes ont existé, et dans les années 30 en plus, et on me l'a caché ? Comme vous l'imaginez, ce n'était pas au programme du bac de français. Les découvrir, ça rend tout possible. Pas facile, mais possible. J'ai acheté le livre. Il valait infiniment plus que son prix. C'était comme trouver une famille, des mères, plutôt des grands-mères, voire des arrière-grands-mères, des femmes dont je n'avais jamais entendu parler pour la plupart. Parmi elles, Djuna Barnes, Nathalie Barnet, Sylvia Beach, Nancy Cunard, Hilda Doolittle, Janet Flanner, Anaïs Nin, Jean Rhys, Edith Wharton, et celle que j'ai choisi de vous présenter, Gertrude Stein, américaine arrivée en 1903, à presque 30 ans, à Paris, pour ne plus en repartir. Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Le premier souvenir qui m'est revenu de cette rencontre, quand j'ai ouvert le mail des parleuses qui disait oui pour ce 49e épisode, c'est ce moment où je découvre ce qu'elle dit d'elle-même, directement ou en mettant ces mots dans la bouche de sa compagne. Compagne à qui elle consacre une autobiographie. Oui, vous avez bien entendu, Gertrude Stein a consacré une autobiographie à sa compagne, j'y reviendrai. Mais d'abord ceci. En 1932, sous la plume de Gertrude Stein, Alice Toklas écrit cela. Un an plus tard, j'étais partie moi aussi, et j'étais à Paris. C'est là que j'ai rencontré Gertrude Stein. Sa broche de corail et sa voix firent sur moi une grande impression. Je peux dire que 3 fois seulement dans ma vie, j'ai rencontré des personnes de génie. Et chaque fois, en moi, une cloche a tinté en sorte que je ne pouvais m'y tromper. Et dans chacun de ces 3 cas, je puis dire que cet appel résonna en moi avant que l'opinion publique eût reconnu chez ces personnes le génie qu'elles possédaient. Quoi ? Une femme qui ose dire qu'elle est un génie ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, jamais dans ma vie, je n'avais entendu ça. À l'instant, j'ai entendu une voix s'exclamer en moi, la voix de petite fille que j'ai été. Elle s'exclamait avec un mélange de candeur et d'indignation. Alors, j'avais raison. Raison, oui, parce que, oui, génie, c'était le métier que je disais vouloir faire enfant. Quand un adulte me demandait avec ce ton niais que vous avez sans doute entendu, « Et tu veux faire quoi quand tu seras grande ?»« Génie. » Vous imaginez les moqueries, en famille et à l'école. En 3e, un professeur de français m'a traité de bas bleu et m'a promis la fin de Madame Bovary. Violent, non ? Mais ça ne m'a pas arrêtée, car moi, je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu occuper mon temps à devenir ce qu'on me demandait d'être, une fille d'abord, puis une femme. Ça prend un temps fou, et je ne vois pas ce que ça rapporte. Ce que je voulais, c'était... Je ne sais pas. J'étais traversée par un élan. Quelque chose m'invitait à m'élancer pour apprendre, découvrir, créer, dévorer la vie. Et c'est ce qu'elle fait, Gertrude Stein, et pas qu'un peu. Et ça se voit. Sur les photographies, je découvre son profil d'empereur romain, son regard pénétrant, son corps solide, ses vêtements amples et ses chaussures confortables et plates. Sur le portrait que je préfère aujourd'hui encore, il est en couverture du beau livre que lui a consacré la chercheuse et traductrice de l'autrice en allemand, Renata Stendhal. Elle marche avec l'air de se moquer de ce qu'on peut penser d'elle. Elle n'a pas, mais alors pas du tout, l'air de s'excuser d'être qui elle est. Une force intérieure rare émane de sa personne. J'ai 24 ans. C'est de ça dont j'ai envie pour moi-même. C'est ça qui a été blessé, rabaissé.
C'est ça que la rencontre avec Gertrude Stein commence à réparer. Ça vient autant de sa manière d'être au monde que de sa manière de danser avec les mots. Car bien sûr, je les lis, ou plutôt je m'en imprègne. Au fil des ans et des rares parutions sur lesquelles je tombe, je poursuis mes lectures, je m'imprègne un peu plus, une imprégnation dont je n'ai pas conscience lorsque je me mets, plus tard, beaucoup plus tard, à écrire, à enfin écrire, à écrire vraiment. Je n'en ai pas conscience parce que cela fait un moment que je la lis moins. J'en ai de plus en plus conscience en écrivant ces mots aujourd'hui. Gertrude Stein ist, Gertrude Stein ist, Gertrude Stein ist, Gertrude Stein. Car revenir aujourd'hui à Gertrude Stein, c'est comme revenir sur les traces d'un grand amour perdu de vue et qui a continué à vivre en soi. C'est prendre de ses nouvelles pour mieux vous en parler. Que s'est-il passé depuis pour son œuvre qui était peu visible quand je l'ai découverte? A-t-elle enfin trouvé la place qui devrait être la sienne? Qui l'a traduit, qui l'édite, qui la lit, que lire? Je me lance au hasard, au flair, à l'intuition. Les premières recherches me font découvrir son influence probable, pas seulement sur mes textes, mais sur ma vie d'écrivaine aussi. Sur certains de mes choix, ma façon de les faire, ça me trouble. Et quand je ne cherche pas, ça arrive jusqu'à moi. Comme par exemple cette citation qu'une amie m'envoie, tirée du livre de Julia Carninon, « Le passé est ma saison préférée », paru chez Julia récemment. S'il y a bien une chose que j'ai aimée durant toutes ces années, c'est d'être entourée de gens qui ne parlent pas anglais. Cela m'a laissée plus intensément seule avec mes yeux et mon anglais. Je ne sais pas s'il aurait été possible que l'anglais soit tout pour moi autrement. Bien sûr, je les avais lus, ces mots. Mais ai-je pensé à Gertrude Stein en partant vivre à Berlin en 2007, après 2 romans publiés? J'ai pris cette décision en anticipant la joie de découvrir l'effet que vivre sans plus entendre parler le français aurait sur ce que j'écrivais. Cela me donne envie d'en savoir plus sur ce livre. Hop, je tire le fil, je tape les mots Carninon et Stein dans le moteur de recherche, et là tout bascule. Et moi avec. Un article de Ouest France fait allusion à la face sombre de l'autrice pendant l'occupation, mentionnant même une photo d'elle sur la terrasse d'Hitler. Quoi? C'est quoi ce délire? Heureusement, conclut le journaliste, Julia Carninon nous a fait aimer Gertrude Stein. Heureusement quoi? Il a cru cela, il le croit encore, il l'écrit et il n'est pas le seul. Peu après, je lis des imputations similaires sur le mur d'une poétesse. Elle aussi? Mais si elle, alors, combien de personnes ont été convaincues par la violente campagne menée contre elle aux États-Unis en 2011 et qui, de toute évidence, a touché la France? Une campagne qui refuse, qui repose. Une campagne qui repose sur l'affirmation que si l'écrivaine juive lesbienne, collectionneuse d'art dégénérée américaine et sa compagne n'ont pas été inquiétées, c'est parce qu'elle soutenait le régime de Vichy, voire Hitler. Et j'ai du mal à le dire. J'ai l'impression de pénétrer dans une dimension parallèle. Cela me paraît insensé, dissonant avec ce que je sais et ce que je perçois. Je vois mal comment une telle chose aurait pu m'échapper. Et je ne peux pas ne pas vérifier cela avant de vous parler d'elle. Vérifier est très facile. Les dossiers solides de chercheurs et chercheuses américaines réfutent ces allégations, renvoient au texte de l'écrivaine, au contexte historique, et soulignent l'hostilité envers le travail littéraire de Stein. Des personnes qui l'attaquent et qui ne la lisent pas. En France, des sources fiables la disculpent. Le poète Jacques Roubaud les cite dans son introduction au roman que Gertrude Stein a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, exilée dans un village de l'Ain où elle venait depuis plus de 20 ans, où elle était connue et appréciée. Récemment publiée par les éditions Cambourakis, Mrs. Reynolds,
c'est son titre, est en quelque sorte l'autobiographie des habitants de Bilignin, où elles se sont installées pendant la guerre et inévitablement chacune, finit par parler de ce qui le hante, l'empêche de dormir, d'Angel Harper, autrement dit Adolf Hitler. Il était minuit et Angel Harper s'endormit en dormant. Il savait qu'il n'était pas fini. Et en dormant, il savait qu'il n'y avait pas de juif en lui. Et en dormant, il savait qu'il était bleu de soucis, blanc de cheveux et peur la nuit, c'était là son lot. Oui, dit Mrs. Reynolds, quand le blanc est blanc et le noir est noir, même sous un soleil très brillant, un homme en bleu a l'air de porter un costume blanc. Et même là, quand les nuits sont fraîches et que le soleil est chaud, même là, oui, même là, Angel Harper ne finira pas bien. Gertrude Stein ne voit pas la parution de ce dernier roman. Elle meurt le 27 juillet 1946 à l'hôpital américain de Neuilly, à l'âge de 72 ans. Elle laisse derrière elle sa compagne Alice Toklas, qui inlassablement va s'occuper dans la plus grande difficulté et bientôt l'extrême pauvreté, qu'elle n'aurait pas connue si elles étaient mariées, de l'œuvre de sa compagne, soit quelques 600 textes, dont peu ont été publiés de son vivant, le plus souvent à compte d'auteur et parfois par Alice Toklas elle-même. 600 textes. C'est énorme. Gertrude Stein était une infatigable, une ardente travailleuse. On le sait peu. Ça intéresse moins, semble-t-il, que ses travers supposés. Je fais le pari que si Gertrude Stein s'était contentée d'acheter des tableaux bizarres à des peintres désargentés, de les soutenir dans leur carrière et de verser des coups à boire à celles et ceux qui venaient voir sa collection, qui, je le rappelle, au début, ne valait rien, je fais le pari que si elle avait su rester à cette place d'hôtesse cultivée et excentrique qui anime la conversation, si peut-être elle n'avait pas vécu ouvertement avec sa compagne Alice Toklas et que surtout elle s'était abstenue de faire une œuvre novatrice et de la défendre, elle aurait moins servi de punching ball. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait, Gertrude Stein. Rester à une place acceptable, assignée. Pas elle, pas son genre dans tous les sens du mot. La poésie patriarcale, leur origine, leur histoire, leur origine. La poésie patriarcale, leur histoire, leur origine. Elle savait, c'est-à-dire, elle s'était vraiment informée. La poésie patriarcale ne fait pas d'erreur. La poésie patriarcale est la même chose que la poésie patriotique, est la même chose que la poésie patriarcale, est la même chose que la poésie patriotique, est la même chose que la poésie patriarcale, est la même chose. Est la même chose. Est la même chose. Est la même chose. Et cette chose qui finit par invisibiliser une œuvre immense est son autrice, y compris à mes yeux. Pendant un moment, elle est si déformée que je ne la reconnais pas. Je m'accroche. Ça résiste. Je reprends. Je tire d'autres fils. Il faut plonger plus profond, surtout en France et en français, car aux États-Unis, les recherches sont foisonnantes et passionnantes. En France, c'est maigre. Gertrude Stein a beau avoir vécu ici 43 ans, l'essentiel de son œuvre reste inédit, même si ça change un peu depuis qu'elle est entrée dans le domaine public. Les meilleurs passeurs, d'après ce que je découvre, sont celles et ceux qui peuvent la lire dans le texte. Les vidéos que lui a consacrées François Bon sont des trésors. Il parle d'elle et de ses textes avec érudition, passion et, je le souligne, respect, c'est rare. Le poète Jacques Roubaud, lui, écrit carrément ceci pour la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou en 2009. Gertrude Stein occupe une place exceptionnelle dans la littérature composée en langue anglaise au XXe siècle. Elle a longtemps été éclipsée par la gloire de Joyce. Il n'en sera peut-être pas de même au XXIe siècle. Je l'espère. J'espère vraiment qu'elle occupera la place qui lui revient. Et ça dépend de nous toutes et tous. La manière dont nous choisissons de parler d'une femme et de sa création est aussi importante que le fait de parler d'elle. C'est important pour elle
et son œuvre, c'est important pour celles et ceux qui écoutent, qui veulent bien écouter, qui veulent bien faire l'effort d'écouter. C'est important pour soi, pour moi, pour la petite fille que j'ai été et pour toutes les petites filles à venir. À quoi choisit-on de porter son attention et de quelle manière ? À partir de quelles sources ? Quelles informations ? Quels témoignages ? Comment voir au-delà de ce qui est donné ? Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein. C'est ce à quoi parvient Sherwood Anderson, dont l'expérience de grand écart résonne avec la mienne. Quand ce romancier américain, issu d'un milieu rural pauvre, j'ajoute ce détail car il semble que les outsiders soient les personnes les plus sensibles à l'œuvre de Gertrude Stein et à sa personne, qui, selon son biographe Philippe Blanchon, ne nourrira jamais aucun préjugé quant aux origines sociales. Quand Sherwood Anderson lui rend visite au début des années 20, elle a alors 46-47 ans, il s'attend à être en présence de celle que la rumeur décrit déjà comme une femme languide et dédaigneuse, regardant le monde de toute sa hauteur et dictant de temps en temps quelques mots précieux à sa secrétaire. Ce qu'il retient de leur rencontre est à des années-lumière. Je le cite. « L'impression que je souhaite donner d'elle est celle de quelqu'un de vraiment intense et sérieux, dans une matière oubliée de la plupart d'entre nous. Elle pose mot contre mot, travaillant son par son, goûtant l'effet, l'odeur, le rythme du mot en tant que tel. Elle agit dans le sens où elle fait quelque chose pour les écrivains de notre parler anglais, qui sera peut-être mieux compris par la suite, et elle n'est pas pressée. Elle produit de nouvelles, étranges et à mes oreilles douces combinaisons de mots. En tant qu'écrivain américain, je l'admire parce que j'ai la ferme conviction que ce qu'elle fait lever dans sa cuisine de mots à Paris est plus important pour les écrivains de langue anglaise que le travail de tant d'autres artistes des mots plus aisément compris et plus largement acceptés. Eating a grand old man, said Ruth, and never resolable burst. Not a new ring, not a bewildered neck, not really any such bay. It is so a noise to be, is it a least remain to rest? Is it a so old say to be, is it a letting out been? Is it so? 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 Manger, un grand vieil homme disait « toi » et jamais, jamais au sujet de jets solubles. Pas un coup de sonnette proche, pas un coup ahuri, pas vraiment un tel laurier. C'est un tel bruit d'être. Est-ce un moindre reste de reposer? Est-ce si vieux, disons, d'être? Est-ce un amenant ont été? Est-ce ainsi? Est-ce ainsi? Est-ce ainsi? Ainsi, ainsi, ainsi. Vous n'avez rien compris. C'est normal. C'est d'ailleurs ce qui est le plus souvent reproché à Gertrude Stein. Elle est illisible, incompréhensible, et d'une certaine manière, c'est vrai. Même moi, parfois, je résiste à ces mots. Parfois, d'autres fois, je jubile de ce qui se passe en moi quand je lis, car, concernant par exemple ces poèmes, publiés sous le titre de Tender Buttons, Tendre boutons, en anglais en 1914, et pour la première fois en France, en 2018 par les éditions Nous, il ne s'agit pas de comprendre le sens des mots comme il est d'usage de le faire, comme s'il n'y avait qu'une manière de comprendre, qu'un sens possible et qu'il était certain. Il ne s'agit pas de lire de la manière conventionnelle qui est souvent donnée comme la seule, la vraie, l'unique, au point de paraître naturelle. Dans ces textes, la matière des mots est le sens des mots autant que le sens des mots, plus même, jusqu'à l'étrangeté certainement.
nous permettant d'enfin peut-être sortir de la combinatoire des mêmes vieilles phrases faites des mêmes vieilles associations de mots qui finissent par ne plus rien dire à force d'avoir trop servi. Ces phrases qu'on croit comprendre, alors qu'elles ne font guère mieux que conforter des apparences de sens que nul n'interroge plus. Gertrude Stein, qui porte une grande attention au problème de la perception et au rôle rénovateur de l'art, refuse cela. L'imitation de la langue du passé, sa reproduction servile. Inlassablement, elle interroge les mots, les caresse, les écoute, les réassocie, les écoute, les regarde, les écoute, révèle leur étrangeté, les écoute, leur redonne vie, jusqu'à faire apparaître d'autres possibles. Et c'est peut-être la lecture à haute voix qui permet de faire l'expérience de ce sens qui n'est pas donné d'emblée, de faire l'expérience d'une danse des mots nouvelles, de faire l'expérience de la substance de la langue, de sa musicalité, ou plutôt d'une musicalité nouvelle, une musique si nouvelle qu'il est possible de la prendre pour du bruit, sauf à l'apprivoiser, voire à se laisser apprivoiser par elle. Gertrude Stein ist Gertrude Stein ist Gertrude Stein ist Gertrude Stein. Sa musique, la musique de ses mots. Dès les années 20, des compositeurs l'entendent, et peut-être mieux que les littéraires. Des compositeurs en quête d'autres manières de composer, d'autres matières pour composer, d'un autre rapport au texte chanté, dit, comme à la voix. Ils s'intéressent à ces textes qui font exploser tous les cadres, comme à ses recherches sur la langue et la création. Elle les soutient et les conseille. Ainsi du compositeur américain Virgil Thomson, de 20 ans son cadet, qui fréquente avec son compagnon, le peintre Maurice Grosser, le salon de Gertrude Stein. Bientôt, il lui commande un livret pour un opéra. Elle l'écrit à la fin des années 20. Intitulé 4 saints en 3 actes, il est monté en 1934 à Broadway, lors de la tournée américaine de Gertrude Stein, qui connaît enfin le succès dans son pays, avec l'autobiographie d'Alistoclas. De la collaboration entre le compositeur et l'autrice naît un opéra révolutionnaire qui mêle création chorégraphique, composition musicale, images et performances plastiques. Quelque chose de peut-être banal aujourd'hui, mais pas en 1934. Virgil Thomson récidive en montant en 1947, un an après la mort de Gertrude Stein, un opéra, Notre mère à tous, dont le livret est le dernier texte que l'autrice a écrit. Il est consacré à Susan B. Anthony, féministe qui a lutté pour le suffrage des femmes et pour l'abolition de l'esclavage. Cette œuvre inclassable n'a été publiée qu'en 2022 en France par les éditions Cambourakis, qui depuis quelques années ont entrepris la publication de son œuvre avec les nouvelles traductions de Martin Richet. Pendant très longtemps, tout le monde rejette et puis presque du jour au lendemain, tout le monde accepte. Dans l'histoire des refusés de l'art et de la littérature, la rapidité de ce renversement est saisissante. Quand arrive l'approbation, la chose devient grâce à cette approbation classique. Et quel est l'élément qui caractérise le classique ? Ce qui caractérise le classique, c'est qu'il est beau. Il est beau, bien entendu, mais au début, on lui refuse toute beauté. Et ensuite, on lui accorde toute la beauté. Si nous n'étions pas aussi paresseux, nous prendrions conscience du fait que la beauté est beauté même quand elle est irritante et stimulante et pas seulement quand elle est approuvée et classique. Il est bien sûr difficile, rien ne l'est davantage, de se souvenir une fois que c'est beau du temps où ça ne l'était pas. C'est encore plus difficile de prendre conscience de la beauté d'une œuvre quand elle est refusée. Et une fois l'œuvre acceptée, tous les gens oublient qu'ils avaient un moment refusé de la trouver belle. L'œuvre de Gertrude Stein est-elle vraiment acceptée ? Je n'en suis pas certaine. Elle reste probablement irritante, troublante, stimulante. Mais n'est-ce pas pour cela qu'elle a eu un impact si fort sur la génération suivante ? Impact que j'ai découvert récemment. Longtemps,
je me suis arrêtée à sa passion pour la peinture et les peintres qui ont révolutionné la peinture au début du XXe siècle, à son rôle, comme à celui de ses frères, de sa belle-sœur, dans l'émergence de Matisse, Cézanne, Picasso et bien d'autres en France, mais aussi aux États-Unis, avec pour conséquence l'influence de ceux-ci sur la peinture américaine. Mais j'étais passée à côté de son influence directe à elle. J'ai découvert avec jubilation que dans les années 50-60, à New York, à la suite des expérimentations initiées par John Cage et Merce Cunningham, Gertrude Stein a été un des modèles de référence de l'avant-garde américaine, en particulier dans les milieux du théâtre, de la musique, de la danse. Son œuvre a été une source d'inspiration pour le mouvement Fluxus, le pop art, le minimalisme, pour des groupes comme le Living Theatre, troupe de théâtre expérimentale libertaire new-yorkaise, le Judson Poets Theatre ou le Judson Dance Theatre, où l'on retrouve des danseurs et danseuses, chorégraphes, plasticiens, plasticiennes, compositeurs, compositrices, comme Lucinda Childs, Robert Rauschenberg, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Philip Glass et beaucoup d'autres qui ont prolongé son geste, fait tomber les frontières entre les disciplines, transformé radicalement la performance, la danse, le théâtre ou l'opéra, diffusé ses écrits, se sont identifiés à son esthétique en résonance avec leur démarche critique et expérimentale dans un contexte d'effervescence artistique, sociale et politique contestataire. Rien que ça. Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Et c'est ainsi, sans que je le sache, qu'elle est revenue à moi il y a une douzaine d'années, en 2012, après 4 mois d'exploration quotidienne solitaire. J'ai dansé la partition chorégraphique étrange, illisible presque, à peine traduisible, de I Think Not, je ne pense pas, un solo que la chorégraphe américaine Deborah Hay m'a transmis et qui m'a dépouillé puissamment de tout ce que je croyais être moi qui ne l'était pas. Quand il y a 2 ans, j'ai décidé de revisiter cette partition pour peut-être comprendre comment l'assemblage singulier de ces phrases, au sens indécidable, générait une danse puissante et troublante, je me suis soudain demandé si elle avait été influencée par Gertrude Stein. Quand même, non? Aujourd'hui, je sais que c'est très probable. Deborah Hay a fait partie de la compagnie de Merce Cunningham et du Judson Dance Theatre au moment où ils expérimentaient avec les écrits et essais de Gertrude Stein. C'était sous mon nez et je ne le voyais pas et je n'y pensais plus quand j'ai décidé de plonger dans la nouvelle traduction de Aïda, par Martin Richet. J'étais là, dans mon lit, lisant mot après mot, phrase après phrase, paragraphe après paragraphe, notant une sensation de résistance à la lecture presque physique, ayant une conscience aussi de la rigidité dont je faisais preuve devant cet inhabituel assortiment de mots, observant ma tentation de poser le livre pour dormir et insistant pourtant, les insistances de Gertrude Stein m'invitant peut-être à insister moi-même. Un jour ne venait pas après un autre jour pour Ida. Ida ne tenait jamais compte d'hier ou de demain. Elle ne tenait pas compte des mois non plus, ni ne tenait, elle, compte des années. Pourquoi aurait-elle dû en tenir compte alors qu'elle avait toujours été la même? Quoi qu'il arrive, elle était là, sans porte et au repos, et tout qui arrivait. Quelquefois, quelque chose arrivait. Elle savait avec qui elle avait été mariée, mais ce n'était pas là quelque chose qui arrivait. Elle connaissait les vêtements et le repos, mais ce n'était pas là quelque chose qui arrivait. Vraiment, il n'y avait vraiment jamais rien qui arrivait, même si tout le monde savait que tout arrivait. Il faisait sombre en hiver et clair en été, mais cela ne changeait rien pour Ida. Si quelqu'un lui disait « Vous savez, ils sont terriblement gentils », Ida pouvait toujours répondre « Je sais que je n'aime pas ces gens-là ». Elle aimait être agréable,
Et elle l'était, mais ces gens-là, oui, elle connaissait ces gens-là. C'est en sentant ma résistance physique à la lecture que mon corps s'est souvenu de cette autre résistance que j'avais eue à danser le texte de la partition de Deborah Hay, que pourtant je m'étais engagée à danser, que je n'avais jamais envie de danser avant de le danser, et que j'étais si heureuse d'avoir dansé après l'avoir dansé. Parce que cela me demandait de me dépouiller du connu, du contrôle, d'accepter les effets sur le corps en mouvement que génère l'exploration de propositions d'apparence absurdes, d'énigmes poétiques et contradictoires. J'étais là dans mon lit, visitée par ce souvenir, et d'un coup, j'ai senti que je devais lire Ida, ou plutôt que je pouvais la lire, comme j'avais dansé I Think Not, en lâchant prise, repère, certitude, habitude, en acceptant l'inconfort d'entrer dans l'univers Ida, sans pouvoir m'appuyer sur les béquilles d'une histoire, d'un récit, ou m'accrocher à l'illusion du temps newtonien. Et ça passe par le corps, ai-je senti dans mon lit. Ce que je m'autorisais enfin à ressentir était autant Ida, voire plus Ida que les mots, ou encore les mots, les phrases, les paragraphes que je ne comprenais pas au sens habituel de comprendre, me permettaient de faire l'expérience d'un état de corps, d'une musique intérieure, d'une présence inconnue, celle d'Ida. Et cela n'était pas exactement confortable, ni vraiment réconfortant, et encore moins confortant. Mais qui a dit que les textes doivent nous tenir par la main, nous protéger, s'abstenir de nous bousculer? Sûrement pas Gertrude Stein. Ce soir-là, j'ai donc laissé mon corps s'accorder à Ida. J'ai enfin senti à quel point un texte de Gertrude Stein, c'est une écriture qui n'est pas séparée de la vie, qui y plonge dans et avec tous les sens, et qui exige que nous affrontions nos raideurs et nos usages de lecture pour pouvoir la suivre dans son aventure textuelle. Une aventure textuelle qui commence bien avant qu'elle ne s'installe en France, en 1903. Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Car la femme de 29 ans qui débarque à Paris a la ferme intention d'écrire et déjà une vie bien remplie. Elle s'installe 27 rue de Fleurus avec son frère Léo de 2 ans son aîné, complices de l'enfance comme des années de fac et des voyages à travers l'Europe. Ils peuvent le faire. Leurs parents sont morts quand ils étaient adolescents. Leur frère aîné Michael, qui a réussi dans les affaires, leur verse une rente. Gertrude est la benjamine. Ses grands-parents ont émigré d'Allemagne. Ses parents sont allés vivre avec les 5 enfants en Autriche quelques mois après sa naissance. Elle grandit en allemand et en français et n'apprend qu'à son retour aux États-Unis où elle est née, l'anglais qui n'est pas sa langue maternelle, qui n'est pas sa langue paternelle, qui est la langue qu'elle découvre quand elle parle déjà d'autres langues, qui est la langue qu'elle apprend en même temps qu'elle apprend à la lire, qu'elle voit sur la page en l'apprenant, qui est la langue à laquelle plus tard elle fait subir une révolution. Très tôt, elle lit tout ce qui lui tombe entre les mains. Elle va au théâtre, fréquente les musées. À 19 ans, elle débute des études de psychologie à Radcliffe où elle écrit ses premiers textes. Elle marche beaucoup, se déplace en vélo, se passionne pour la recherche, passe une licence de philosophie. En 1897, elle s'inscrit à l'université de médecine John Hopkins à Baltimore dans le but de se spécialiser en neurologie pendant ses études. J'imagine qu'elle dissèque des cadavres, côtoie la maladie et la mort, est en contact avec des patients de toutes les origines et classes sociales. Elle assiste même une sage-femme. Elle vit sa première histoire amoureuse avec une étudiante qui en aime aussi une autre, qu'elle aime peut-être aussi. Ça se passe mal. Elle est recalée en 4e année de médecine. Elle part en Europe, revient à New York et sort de la confusion en prenant quelques cours de boxe et en écrivant un premier roman, Quod erat demonstrandum, CQFD, inspiré de sa relation amoureuse. Elle poursuit avec le premier jet de La fabrication des Américains, une œuvre qui fera près de 1000 pages, encore jamais traduite intégralement en français,
et dans laquelle il ne s'agit pas seulement pour elle d'écrire la vie de 2 familles américaines en remontant les générations jusqu'à leurs 4 grands-mères, mais d'embrasser toute l'histoire de l'humanité. Oui, on écrira un jour l'histoire de tous ceux qui furent, sont ou seront. Elle n'est pas faite pour être lue, mais pour donner à tous, pendant leur vie, un ultime moyen de vivre, pour leur permettre de vivre vraiment, pour exprimer chez tous ceux qui ont vécu, vivent ou vivront la véritable continuité. Et puisque toujours, lorsqu'on étudie les gens de mieux en mieux, on les voit marcher, manger, se reposer, coudre, travailler, dormir, on les voit tout petits, puis enfants, jeunes gens et jeunes femmes, hommes et femmes faits, en train de devenir vieux. On les voit à chaque instant de leur être. Il faudra qu'un jour soit écrite leur histoire, une histoire de chacun d'entre eux, de leur nature ou de leur nature, de la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et de la façon dont se manifeste leur être d'un bout à l'autre de leur vie. Un jour sera écrite l'histoire de toutes les espèces d'hommes et de femmes, et de chaque unité parmi les millions qui composent chaque espèce. Ce roman, elle l'écrit à Paris, où elle s'est installée en 1903 avec son frère Léo, un passionné d'art qui lui fait découvrir les galeristes et l'emmène au Salon d'automne. Mettant en commun leurs rentes, ils achètent un Toulouse-Lautrec, 2 Gauguin, 2 Renoir, des Cézanne. De ce côté-là, tout va bien. Ils retrouvent leur complicité. Léo, en revanche, porte un jugement sévère sur QED, Quaderat Demonstratum. Et pour des raisons que personne ne connaît, il lui suggère de traduire 3 contes de Flaubert. Gertrude Stein commence, puis laisse tomber, préférant se mettre à écrire ses 3 vies à elle. Elle choisit d'écrire face au tableau Madame Cézanne à l'éventail. Elle veut transposer la démarche du peintre à l'écriture. Elle travaille aussi pendant ses longues marches entre son domicile proche du Luxembourg et Montmartre, où elle pose pour Picasso, jeune peintre sans le sou qui est devenu son ami et avec qui elle échange, débat, discute, réfléchit, comme elle le fera avec d'innombrables peintres, écrivains, poètes, compositeurs, indifférentes aux frontières entre les disciplines artistiques, comme on les nomme en France. Dans ce livre, elle raconte les histoires de 3 femmes de la classe ouvrière. Sous sa plume, leur vie se révèle riche. Mais même si Mélancta, la plus longue nouvelle, restitue avec finesse la complexité des sentiments amoureux de Gertrude Stein avant de rompre et de s'installer en France, j'ai peiné à la relire, car la manière dont elle décrit les personnages noirs m'a gênée. Richard Wright, petit-fils d'esclave, romancier, journaliste, communiste, parle pourtant de ce texte comme du premier traitement littéraire sérieux de la vie des Noirs aux États-Unis. Il lui semblait entendre pour la première fois la voix de sa grand-mère, et cela a transformé sa propre manière d'écrire. D'autres auteurs américains sont en désaccord avec lui et dénoncent un traitement biaisé par les préjugés. Il se peut que les 2 points de vue s'additionnent plutôt que de s'exclure selon la perspective depuis laquelle le texte est lu. Qui sait? Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Des réponses peut-être se trouvent dans l'intense correspondance entre Gertrude Stein et Richard Wright, qui s'installe en France en 1946, où il se sent plus libre qu'aux États-Unis. L'autrice l'a aidé à avoir un visa. « Je dois l'aider », a-t-elle dit à l'amie sollicitée. « Nous appartenons tous 2 à des minorités. » Elle fait référence au fait qu'il est noir et qu'elle est juive. Certes, mais pas seulement. Tous les 2 sont aussi hors la loi dans leur vie amoureuse. Lui, parce qu'il a épousé une femme blanche, ce qui est illégal dans plusieurs États américains et difficile à vivre dans l'ensemble du pays. Elle, parce qu'elle vit ouvertement avec celle qu'elle appelle son épousée, ce qui était aussi illégal aux États-Unis avant 1962. Pas étonnant que Gertrude Stein, outsider en tout ou presque, aime particulièrement celles et ceux qui, quoi qu'ils fassent, sont étrangers, extérieurs au groupe, ceux qui ne suivent pas les règles, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est de ne pas suivre les règles, l'autrice est un modèle,
comme l'explique Franziska Giskak, professeure à l'Université de Bâle, dans son livre « Gender and Genre in Gertrude Stein ». Ces textes transgressent les attentes en matière de genre, littéraire, genre. Ces textes transgressent aussi les attentes en matière de genre, rapports sociaux de sexe, gender. Une transgression présente, y compris dans le livre qui la rend célèbre, l'autobiographie d'Alistoclas. Mais je vais commencer par la rencontre avec Alistoclas, ou plutôt ce que fait la rencontre à l'autrice qui est en train d'écrire La fabrication des Américains, ce roman donc de presque 1000 pages, où les conventions narratives habituelles, les personnages, l'histoire, tout ce sur quoi est fondé le roman du 19e siècle disparaît. Tu écris un livre et alors que tu l'écris, tu es honteuse. Que tous doivent penser que tu es une idiote ou une folle. Et cependant, tu l'écris et tu es honteuse. Tu sais que tu seras la risée de tous pour cela ou inspirera pitié et tu as un sentiment bizarre et n'es pas vraiment certaine et tu continues d'écrire. Alors quelqu'un dit oui à ce que tu aimes ou fais ou fabriques. Et alors jamais plus tu n'auras totalement ce sentiment d'être effrayée et honteuse que tu avais alors que tu écrivais ou aimais cette chose et que personne ne disait oui à cette chose. Ce quelqu'un, ou plutôt cette quelqu'une qui dit oui, c'est Alistoclas. Arrivée de San Francisco en 1907, elle va bientôt s'installer rue de Fleurus, que Léo quitte. Le frère ne réussit pas à peindre comme il voudrait, il n'aime toujours pas ce que sa sœur écrit, et il n'aime pas quand ils reçoivent qu'après avoir été celle qui écoute, Gertrude soit devenue celle qui prend la parole. L'arrivée d'Alistoclas accélère son départ. Et c'est une bonne chose pour Gertrude. Car Alistoclas est une femme très cultivée qui non seulement répond aux sentiments de Gertrude, mais aussi comprend et aime ce qu'elle écrit. Elle ne se contente pas de taper passivement à la machine. Elles échangent toutes les deux sur les textes en cours. Alistoclas se bat pour la publication des textes de sa compagne. Elle crée même une maison d'édition, Plain Edition, qui édite plusieurs de ses textes. Le Lucy Church Amiably, How to Write, Operas and Plays. Elle est infiniment plus que la dactylo-cuisinière du génie que certaines ont voulu voir en lisant au premier degré l'autobiographie d'Alistoclas, livre qui n'a certainement pas été écrit au premier degré, ou alors il faudrait prouver que Gertrude est soudain devenue sotte, ce qui paraît peu probable. Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein. Ce qui m'a frappée, en lisant ou en écoutant parler de cette autobiographie sur une radio du service public avec le mot « culture » dedans, c'est que tout le monde semble regarder dans la direction que Gertrude montre. La vie d'un couple dans la bohème du Paris moderniste, les peintres, les écrivains célèbres, l'impressionnante collection de tableaux et de noms célèbres, etc. Pourtant, il se passe aussi ceci qui ne me semble pas vu. Une lesbienne raconte sa vie avec la femme qu'elle aime, ça la rend célèbre auprès du grand public et ça lui vaut d'être invitée avec celle qu'elle appelle son épousée pour une grande tournée de conférences aux États-Unis où l'homosexualité est réprimée. Ce n'est pas tous les jours. Pour certaines, la chose est jugée. C'est grotesque, elle se prend pour un homme, assigne Alistoclas à une place d'épouse, point. J'aime bien l'hypothèse développée par Nora Doyle, chercheuse américaine, selon laquelle Gertrude s'est appropriée, pour le parodier, un genre décrit en vogue, surtout au XIXe siècle, celui des autobiographies de femmes d'eux, qui mêlent les petites choses de leur vie au foyer au récit des hauts faits de leur génie de mari. Parodie d'autant plus, car quel homme aurait l'idée de raconter sa vie par les yeux de son épouse en mêlant considération domestique et tirade sur son génie, avec le nom de cette même épouse en plus gros que le sien sur la couverture. Ça paraît peu probable. Et si l'exagération des identifications au féminin pour l'une et au génie mâle pour l'autre était une manière de parodier ces performances de genre, et non pas une duplication du modèle existant dominant. Parmi les arguments en faveur d'une parodie, dans cette même autobiographie apparaît l'engagement mutuel des deux femmes dans le travail et la vie intellectuelle.
Un partenariat et une complicité qui me semblent manifestes sur les innombrables photos d'elle. Alice, ombre soumise et fidèle, comme l'écrit Le Monde à sa mort en 1967, ça me paraît exagéré et limite méprisant. Ventre levant, es-tu le vent? Oh là là, j'ai dit, j'étais tendre, féroce et tendre. Fais-le. Quel magnifique exemple d'insouciance. Cela me fait grand plaisir de dire oui. Pourquoi est-ce que je souris toujours? Je ne sais pas. Cela me plaît. Tu n'es pas difficile. Cela me plaît beaucoup. Merci, je suis rarement radieuse. J'aimerais que le soleil se montre. Oui. Le lèves-tu? Oh. Oui, monsieur. J'ai aidé à le faire. Vraiment. Oui. Le levez-vous? Nous comptons étrangement. Quoi? C'est cela. Parle-lui, dis-lui que nous ne nous repentirons jamais. Beaucoup de gens jouissent ensemble. Ces vers sont extraits du recueil érotique Lifting Belly, écrit entre 1915 et 1917 et jamais publié du vivant de Gertrude, que l'arrivée d'Alistoclas dans sa vie en 1907 a réconcilié avec tout ce qui compose l'existence. Pour Gertrude, l'amour, c'est la vie de tous les jours, comme on a en soi le désir de la nourriture ou de la boisson ou du sommeil, comme on croit, comme on crée. Les deux femmes vont tout faire ensemble. Voyager, recevoir des amis, faire du transport pour le Fonds américain pour les blessés français pendant la Première Guerre mondiale, partir en tournée aux États-Unis, passer une partie de l'année dans le même village, Villignin, où elles s'installent pendant la Seconde Guerre mondiale, et travailler ensemble, chacune à sa façon, à l'œuvre de Gertrude Stein, une œuvre que sans relâche, Alistoclas défend de la mort de sa compagne en 1946 à la sienne 20 ans plus tard. Alors certes, ce n'est pas une relation entre deux artistes qui chacune poursuit son œuvre avec le soutien de l'autre. Mais le mot qui me vient malgré tout, c'est compagnonnage. Ce dernier point me fait me poser cette question. Est-il possible d'accomplir une œuvre seule, sans avoir quelqu'un ou quelqu'une à ses côtés, qui soit un ou une partenaire, et respecté de préférence, plutôt que par exemple une épouse comme la femme de James Joyce, Nora Barnacle, qui a tellement honte, non pas de sa sexualité, mais de la manière dont Joyce en fait des livres. Comme l'écrit Virginia Woolf, une femme doit avoir de l'argent et un lieu à elle si elle veut écrire de la fiction, pour ne rien dire d'une œuvre. Mais est-ce suffisant? Ne lui faut-il pas un Leonard Woolf ou une Alistoclas, une personne aimante qui comprenne et qui soutienne son œuvre? Et si oui, les noms de celles nombreuses et de ceux moins nombreux qui permettent au livre d'un autre ou d'une autre d'exister, ne devraient-ils pas figurer sur la couverture? L'autobiographie d'Alistoclas n'est-elle pas un peu ce livre aux deux noms? Un peu. Gertrude Stein is 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 Gertrude. Quoi qu'il en soit, si sa relation avec Alistoclas a procuré à Gertrude Stein une joie de vivre nouvelle, et si leur collaboration de presque 40 ans a permis à celle-ci d'écrire dans une tranquillité d'esprit rare, rien n'aurait été possible sans la force de caractère exceptionnelle de l'autrice et son immense confiance en soi qui a souvent dérangé. Révolutionner la littérature et prendre toute sa place n'est pas ce qui est attendu d'une femme lesbienne, juive, en particulier au début du XXe siècle, et la résistance à ce qu'elle est persiste. En écoutant et en lisant, j'ai souvent été gênée, irritée par le ton et les mots employés pour parler d'elle. Certes, elle a des défauts. Je ne me suis pas étendue sur eux parce que beaucoup d'autres s'en chargent trop généreusement. Et aussi parce que trop souvent, quand ces défauts-là sont le fait d'un homme, ils deviennent des qualités, voire la preuve de sa grandeur. Dans son cas, quoi qu'elle fasse, c'est le contraire. Oui, mais elle est ceci, oui, mais elle est cela, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, rien n'échappe au jugement, pas même son poids. Quoi, son poids? Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, son poids. Ce qui m'a impressionnée et inspirée quand je l'ai découverte par des photographies,
c'est sa puissante présence. Regardez des photos. Gertrude Stein habite son corps dans une culture où les femmes en sont expropriées. Ce corps solide et habité lui a sans doute permis de ne pas se laisser balayer facilement par l'adversité. Mais il n'y a pas que ça. La relation entre le corps et l'écriture est peu étudiée, même si elle est mentionnée souvent par des auteurs ou des autrices. J'ai beaucoup réfléchi et écrit sur cette question. Elle existe, cette relation. Et que rapportent les personnes qui ont connu Gertrude Stein ? L'autrice est présente, elle est attentive, alerte, à l'écoute, observatrice de tout ce qui l'entoure. Ses sens sont en éveil, elle aime les odeurs, les couleurs, les goûts, les sonorités. Et son écriture si particulière, si personnelle, a peut-être en partie quelque chose à voir avec ça. Alors que j'achevais ce voyage avec Gertrude Stein, j'ai relu cette phrase écrite pour la conférence dansée « Le corps est-il soluble dans l'écrit ?» que j'écris en 2013. Ainsi est-il devenu possible d'écrire ce que depuis mon corps tout entier soudain retrouvé, j'étais en train d'écrire. D'écrire vraiment. Mon corps m'apprenait à écrire. Ainsi est-il devenu possible de transcrire ce qui était là, tel que c'était là, en une texture de mots, en un texte à la fois livret et partition. Mon corps m'apprenait à écrire. C'était de la musique, c'était de la danse. Depuis mon corps tout entier retrouvé, j'écrivais vraiment des textes écrits pour le corps tout entier de celles et ceux qui les liraient, peut-être. Ce qui m'a permis de faire un saut en matière d'écriture, un saut au sens de suivre ma propre voix, VOIE, VOIX, les deux, plutôt que d'imiter, ça a été de revenir vivre dans ce corps dont j'avais été expropriée par les injonctions à être une femme convenable. J'ai écrit, vraiment écrit, à partir du moment où, revenue chez moi, j'ai pu entendre ma voix intérieure et écrire ce que nul autre ne pouvait écrire. Pas écrire mieux, ni moins bien, écrire avec ma voix. Ainsi est-il devenu possible d'écrire ce que depuis mon corps tout entier, soudain retrouvé, j'étais en train d'écrire vraiment. En relisant cette phrase, je me suis demandé si, sans que je m'en sois aperçue, sans que j'en ai conscience, Gertrude Stein n'avait pas été l'une de mes principales professeurs d'écriture. Comme si son parcours d'autrice unique et bizarre m'avait donné l'autorisation et l'envie d'emprunter un chemin d'autrice unique et bizarre dont j'ignorais jusqu'à notre rencontre qu'elle soit possible. Je suis heureuse de lui rendre hommage par mes mots, même si je me doute un peu que je ne vous ai pas parlé d'elle de la manière habituelle, inventant peut-être ma Gertrude Stein. Mais est-il possible de faire autrement ? Il n'existe rien de figé tel que Gertrude Stein et son œuvre. Un des biais de pensée hérités du XIXe siècle nous porte à croire qu'on peut isoler un objet et l'observer de manière neutre. Mais vraiment, croyez-vous qu'il existe une réalité objective indépendante de l'observateur et de l'observatrice ? Je crois plutôt que ce dont il est possible de parler, plus que de la personne ou de l'œuvre, c'est de la relation qu'on entretient à la personne et à son œuvre. Ce que la rencontre avec ses romans, pièces, opéras, poésie vous fait, ce que la rencontre avec les essais et la pensée vous font. Et le moment est peut-être venu pour vous de nouer votre relation avec cette œuvre que j'ai envie de qualifier d'unique et de bizarre. Comme vous le savez peut-être, le mot « bizarre » en anglais se dit « queer ». Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein is Gertrude Stein. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Co-direction Aurélie Olivier et Mathilde Recton. Ingénieur son Pauline Guiffard. Marraine des Parleuses Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin,
Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Jan Michalski, la DRAC Île-de-France, la Métropole européenne de Lille et la ville de Lille.